Bien, bonsoir à tous et à tous. Bonjour à vous, chers collègues élus du Conseil municipal. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de la STV et sur les réseaux sociaux de la ville. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre séance du Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire de Chantal Évrard, décédée récemment. Chantal est entrée dans la collectivité le 1er avril 1975. Elle a été nommée rédacteur le 1er avril 1977, rédacteur-chef puis attaché territorial en septembre 1995 et attaché principal en janvier 2007, et enfin directeur territorial en février 2012. Elle était directrice de notre service finance. Elle reprend du service d'ailleurs après sa retraite, qui est pleinement méritée, retraite le 1er novembre 2016. Elle reprend du service en novembre et décembre 2017 pour aider la collectivité lorsque sa collègue était souffrante. À titre personnel, j'ai commencé ma carrière entre guillemets d'élu en 2008 avec Chantal comme directrice des finances. J'étais alors adjoint aux finances. Je salue particulièrement sa mémoire. Elle m'a beaucoup appris. C'était une vraie agent territoriale avec un sens aigu du service public. Je lui dois beaucoup. Elle m'a guidé dans la comptabilité publique et aussi accompagné avec énormément de bienveillance. Je présente en mon nom et en votre nom mes plus sincères condoléances à ses proches et sa famille. Après ce moment de recueillement particulièrement émouvant, je vous propose d'aborder quelques points d'actualité. Une actualité bouleversée dans notre pays, avec le chaos lié à la crise sociale contre la réforme des retraites que le président de la République et son gouvernement veulent nous imposer depuis 2 mois maintenant. Cet après-midi, nous étions encore des millions de Français dans la rue pour une 10e journée de mobilisation. Notre colère s'est aggravée au soir du 16 mars dernier, après l'annonce par la Première ministre à l'Assemblée nationale de l'application de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer cette réforme de façon brutale. Un passage en force synonyme d'aveu de faiblesse, d'irrespect, de déni de la démocratie, qui a failli se voir renversé le lendemain par le vote des députés à 9 voix près sur les motions de censure. Le combat se poursuit pour faire plier ce gouvernement irresponsable et lutter contre les injustices sociales. De notre côté, à Grande-Synthe, nous avons voulu contribuer à notre manière à la lutte en mobilisant les forces politiques locales et régionales lors d'une réunion publique le 15 mars. Réunion publique réunissant environ 200 personnes au Palais du Littoral. Je salue et je remercie à nouveau les représentants des forces de gauche, pour le Parti socialiste, Mme Sarah Kerrich, pour le Parti communiste, M. Éric Bocquet, pour la France insoumise, M. David Guiraud, pour Europe Écologie Les Verts, M. Simon Jamelin, et enfin pour Génération S, M. Benjamin Lucas, qui sont intervenus pour dénoncer chacun et chacune, selon leur sensibilité, cette réforme et soutenir les organisations syndicales fortement mobilisées sur le terrain. À ce propos, je profite de la présence des journalistes locaux pour m'interroger sur votre absence et votre silence dans la presse sur cette manifestation. Toujours à l'échelon local, nous avons eu le plaisir d'accueillir les 21 et 22 mars 4 inspecteurs généraux des ministères de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Culture et du Sport, venus découvrir les initiatives locales que nous menons sur le thème de l'éducation alimentaire. J'en profite pour remercier publiquement mes collègues élus, ainsi que les différents intervenants des services municipaux qui ont partagé leur passion aussi remarquée, leur savoir-faire et leur enthousiasme lors de ces rencontres de travail. Un mot pour terminer, vous rappeler le gala de boxe de ce vendredi 31 mars au Palais du Littoral à partir de 19 h, avec un programme de haut niveau, 6 combats professionnels, dont 2 championnats de France et le premier combat professionnel de notre boxeur grand-saintois. Merci à José Leroy et à toute son équipe qui nous permettent d'organiser et d'assister à ce gala de prestige. Je propose que le secrétaire de la réunion soit Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc Denis, tu es secrétaire de la réunion et je te demande de procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire. Axe Majori. Afaska Kadouj. Amici Keltoum.
Arabe Redouane, excusé, donne pouvoir à Éric Fontaine. Belkala Najat. Beyar Martial. Calonne Nicolas. Chabab Selima. Cordier Claudine. Cuvillier Benoît. Dacosta Albert. Da Silva José Martineau. Dami Nicolas. Dassonville Michel. Desmazière Nathalie. El Abbassi Habib. Famchon Karine. Fontaine Éric. Abchi Aïcha, excusé, donne pouvoir à Benoît Cuvillier. Juste Patrick. Junot Bernard. Leca David. Maza Sylvain. Messman Vanel Chantal. Michel Daniel. Pâques Véronique. Pinel Attab Michel. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Van Lar Odile. Sergent William. Touil Karima. Vanel Anne-Sophie. Barry Denis moi-même présent. Et enfin Zambil Gossian Sarrazin Nadia. Merci. Merci Denis. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 février 2023. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal, Madame Desmazières? Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais faire une intervention concernant la page 21 qui concerne la déclaration de Madame Chabab qui s'interrogeait sur 2 points qui appellent à mon sens une réponse afin d'éviter tout malentendu. Madame Chabab a une vision très parcellaire de la situation concernant notre masse salariale et l'honnêteté qui la caractérise voudrait qu'elle explique factuellement cette situation. Elle parle de la progression des plus hauts salaires, j'y reviendrai, et de l'augmentation des effectifs, passant, je cite, de 906 agents en 2020 à 1110 agents en 2022. En fait, Madame Chabab aurait dû dire que le nombre d'agents titulaires était de 739 en 2020 et est passé à 729 en 2002, soit une baisse de 10 agents. Contre 381 agents contractuels, dont certains contrats n'excèdent pas 18 mois. Par contre, nous assumons, nous, la majorité, le recours à ces contrats qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de remettre le pied à l'étrier, d'une part, et d'obtenir surtout un vrai suivi quant à leur retour à l'emploi. Car contrairement à nos prédécesseurs, Monsieur le maire Martial Béillard et son équipe ont impulsé une dynamique en redonnant toute sa place à la Maison de l'Initiative, qui était devenue, avant notre arrivée au pouvoir, un outil mort, malgré l'engagement professionnel de ses salariés. Enfin, pas tous, et certainement pas l'engagement de son ex-directeur, dont nous pourrions, entre autres, rappeler à Madame Chabab, parler de haut salaire de l'époque pour des missions jamais abouties. Aujourd'hui, nous avons mis en place un véritable suivi de ces contrats et je remercie Nicolas Damny, Manuel Del Pozo, son directeur, les membres du conseil d'administration pour cette reprise en main indispensable de cet outil au service de nos concitoyens. Second point de l'intervention de Madame Chabab, la mise en place du RIFZEP et son incidence sur le budget. Là aussi, Madame Chabab aurait dû tout dire, car je rappelle que celui-ci aurait dû être mis en place depuis 2014 par mon prédécesseur, la tête de liste candidat de la liste de Madame Chabab. Ah oui, autant pour moi. Il a été activé, c'est vrai, une partie du RIFZEP, le fameux CIA, complément indemnitaire annuel, mais uniquement pour un agent, pour un montant relativement conséquent puisqu'il se chiffrait en milliers d'euros. Je précise qu'aujourd'hui, cet argent ne fait plus partie de nos effectifs. Voilà, Madame Chabab, quelques explications, quelques précisions rectificatives importantes, me semble-t-il, car comme dit l'adage, mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge, n'est-ce pas? Nous pourrions dire aussi, comparaison ne vaut pas raison. Oui. C'est beau, hein? Voilà, s'il n'y a pas d'autres
demande de prise de parole sur l'approbation du procès-verbal. Encore une fois, nous allons le passer au vote uniquement sur la forme et non pas le fond, même s'il était utile de remettre un petit peu l'église au milieu du village sur certains propos qui ont été tenus la dernière fois. Sur ce procès-verbal, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer aux délibérations soumises à notre Conseil de ce jour. Et nous commençons par l'administration générale et l'état des indemnités de fonction des élus. Madame de Mazières. Selon les dispositions de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, codifiée à l'article L-2123-24-1-1 du CGCT, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat, au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie, ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Le tableau détaillé figure dans la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de cet état des indemnités. C'est en effet une demande dans la transparence de la vie publique et politique, et je pense que c'est une bonne chose. S'agissant d'un état des indemnités, bien entendu qu'il n'y a pas de vote, on demande juste au conseil municipal de prendre acte de celui-ci, et je vous en remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'adhésion à Vacances ouvertes Séjour Famille 2023, une belle action portée par notre collectivité et que Benoît Cuvillier va nous présenter. Merci Monsieur le maire. Vraiment ravi de présenter cette délibération parce qu'elle permet de mettre en avant le travail qui a été fait par le service développement des territoires et les partenaires qui ont articulé ce projet, avec notamment la CAF. Donc l'accès aux vacances est un droit, pourtant les populations les plus fragiles en restent majoritairement exclues. Aux difficultés financières s'ajoutent bien souvent des freins sociaux et culturels. S'autoriser à partir en vacances quand on est à la recherche d'un emploi, sortir de son environnement quotidien, comment partir, avec qui partir, autant de questions qui appellent à la mise en place d'un accompagnement au départ et à la construction d'un véritable projet de vacances. L'été dernier, la ville de Grande-Synthe a expérimenté la mise en place du séjour famille en partenariat avec la CAF. 8 familles ont pu bénéficier de ce dispositif et d'un accompagnement collectif pour partir une semaine. La ville souhaite désormais adhérer à l'association Vacances ouvertes pour un montant annuel de 200 €. Ce partenariat permettra aux familles de bénéficier des aides complémentaires sous forme de chèques vacances. Cela contribuera au développement du projet des familles. Les aides de l'association Vacances ouvertes permettront de compléter les financements, leur hébergement, le transport ou l'accès aux loisirs. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce beau projet et cette adhésion qui va aussi nous permettre d'être accompagnés? On a assisté il n'y a pas longtemps à la restitution des familles qui ont participé cet été à la première vague ici à Grande-Synthe, et je peux vous dire que c'était des beaux moments et c'était vraiment très participatif et très utile pour les personnes qui, effectivement, comme tu l'as bien dit, Benoît, sont un peu éloignées de cette occupation de pouvoir partir en vacances. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 3, c'est la mise à disposition d'un agent à temps partiel à l'OGS Union. Madame Famchon. Merci, Monsieur le maire. Le Code général de la fonction publique, dans son livre 5, titre 1er chapitre 2, section 4, et le décret 2008-580 du 18 juin 2008, prévoit que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou organismes publics ou privés. Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l'organisme d'accueil, dont la durée ne peut excéder 3 ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale après accord des agents intéressés. Dans le cadre des relations entre l'OGS Union et la ville de Grande-Synthe, il est proposé la mise à disposition d'un agent du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux à raison de 20 heures par semaine pour assurer les fonctions d'agent d'accueil, agent administratif.
Une convention de mise à disposition passée avec l'OGS Union devra prévoir le versement de l'OGS Union à la ville du montant correspondant au salaire brut chargé de l'agent. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karine. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est une délibération que nous passons chaque année. Pas de demande de prise de parole. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point numéro 4, la création d'un poste de Community Manager. Patrick Juste. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8, vu le budget, vu le tableau des emplois et des effectifs, conformément à cet article L313-1 susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité d'assurer les missions suivantes, concevoir, développer et mettre en œuvre la communication numérique de la ville, piloter et développer les outils de communication numérique, développer les réseaux sociaux de la collectivité, contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication numérique, coordonner et évaluer les projets numériques, assurer une veille technologique. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent de Community Manager au sein du service communication à temps complet à compter du 1er avril 2023. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d'ingénieur territorial. En cas de recherche infructueuse d'un agent titulaire, le poste pourra être occupé par un agent contractuel pour une durée de 3 ans. Sur le fondement de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, notamment l'article L332-8.2. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Patrick. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à l'urbanisme, affaires foncières et immobilières. Avec le premier point, l'acquisition d'une cellule commerciale au 17 rue de la Paix. Monsieur Nicolas Damy. Merci, monsieur le maire. La ville de Grande-Synthe est continuellement destinataire de demandes de commerçants cherchant à s'implanter sur son territoire. Selon ses possibilités, la commune loue à ses demandeurs des locaux qui lui appartiennent ou elle met en relation les bailleurs et les demandeurs. La ville est cependant soucieuse d'avoir sur son territoire une diversité commerciale, diversité qu'elle entend préserver et renforcer. C'est de ce contexte que la ville s'est intéressée à un local commercial situé en centre-ville, 17 rue de la Paix, qui était en vente. Ce bien en copropriété est implanté dans un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées BA 289 55 m², BA 457 pour 541 m² et BA 458 pour 48 m². La cellule commerciale en question correspond au lot de la copropriété numéro 21 d'une superficie de 72 m² ainsi que 512 10 millièmes des parties communes. Après échange avec la SCI Imo Concept, propriétaire du local, un accord a été trouvé sur le prix de vente, à savoir 70 000 €. Le propriétaire, par la voix de son représentant, M. Bertin Frédéric, a donné un accord écrit le 28 décembre 2022 quant à la proposition de la commune, sous réserve que le projet soit validé par l'Assemblée délibérante. La ville n'entend pas recourir à un emprunt pour financer cette acquisition. La vente sera réalisée selon les réserves et conditions suspensives de droit commun, à savoir réserves liées au droit de préemption, conditions suspensives de droit commun, titre de propriété antérieure, pièce d'urbanisme, état hypothécaire. La ville de Grande-Synthe sera représentée par maître Nathalie Couteau, notaire à Dunkerque, qui sera chargée d'assister la commune sur ce dossier. Les frais liés à cette acquisition sont à la charge de la ville en tant qu'acquéreur. Monsieur le maire propose d'acquérir auprès de la SCI Imo Concept la cellule commerciale 6 17 rue de la Paix, lot numéro 21 de l'ensemble immobilier constitué des parcelles BA 289, BA 457 et BA 458, cellule d'une superficie de 72 m² ainsi que les 512 10 millièmes des parties communes au prix de 70 000 €, frais d'acquisition en su, et de charger maître Nathalie Couteau, notaire à Dunkerque, de représenter la commune. Les crédits sont prévus au budget primitif voté ce jour. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération.
Merci. Nicolas, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, c'est un beau projet, encore une fois, de diversification de l'offre commerciale sur la ville de Grande-Synthe. C'est pour ça qu'on a quand même décidé à un moment de pouvoir, lorsque c'était possible économiquement, de racheter les cellules commerciales pour ensuite les mettre en location avec cet objectif de diversification de l'offre sur la ville de Grande-Synthe. C'est la boutique éphémère il y a peu de temps, c'est 1 an ou 2 ans qu'on s'est porté au acquéreur de la cellule commerciale. C'est aussi le cycle réparation, c'était une cellule appartenant à la ville de Grande-Synthe qui était mise à disposition d'une association qui n'en avait plus l'utilité. On l'a transformée en cellule commerciale et cycle réparation, un peu partir de la place de l'Abbé Pierre où le local était trop exigu pour aller sur ce nouveau local pour lui et développer son activité qui marche plutôt pas mal. Donc c'est vraiment une politique de renouveau commercial qui est portée par Nicolas dans sa délégation, et je t'en remercie. On avance bien sur ces projets de redynamisation commerciale et de diversification sur la ville de Grande-Synthe. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur l'acquisition de la cellule commerciale au 17 rue de la Paix. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point numéro 2 qui est la vente de la parcelle BH 643 avenue du Baroque. Monsieur Dacosta. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil municipal du 28 février 2023, la commune a procédé au déclassement de la parcelle BH 643, 6 avenue du Baroque. Monsieur et Madame Méda sont propriétaires de la parcelle cadastrée BH 513, 6, 7 rue du Moulin Audemarque et ont manifesté leur souhait d'acquérir la parcelle BH 643 afin de devenir propriétaires de la totalité du jardin lié à l'habitation. En effet, cette parcelle BH 643 est à ce jour occupée par monsieur et Madame Méda au titre d'une jouissance précaire et révocable qui leur a été attribuée par la ville en 2015. Le service des domaines a estimé la parcelle cadastrée BH 643 contenance mesurée par géomètre de 49 mètres carrés, 6 avenue du Baroque à 15 € le mètre carré, soit 735 € pour la totalité de la parcelle. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre à monsieur et madame Méda la parcelle cadastrée BH 643, 6 avenue du Baroque au prix estimé par les domaines, à savoir 735 €. Les frais d'acte notariés sont à la charge de l'acquéreur. La ville de Grande-Synthe sera représentée par madame Anne-Gaëlle Moss, notaire d'Inker, qui sera chargée de la rédaction de l'acte de la vente et des formalités afférentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3, c'est la vente de la parcelle BL 352 au Parc de l'Étoile. Albert. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la ville est propriétaire de la parcelle cadastrée BL 352, 3310 mètres carrés située dans le Parc de l'Étoile, rue de la Poste de Lille. En août 2021, la ville a été sollicitée par le groupe SAS Bessi qui recherchait du foncier pour le compte d'un de ses clients. Après divers échanges, le groupe SAS Bessi s'est montré intéressé par la parcelle BL 352 pour permettre à son client de construire des bâtiments développant son activité. À ce jour, le client intéressé est l'EPSM des Flandres qui pourrait installer des établissements sur Grande-Synthe. Le service des domaines a estimé le prix de vente à 39 € le mètre carré, avec marge d'appréciation de 15%, cohérent avec le prix de 38,23 € hors taxe mètre carré. Calculé selon le protocole d'accord du 21 juin 2004 à 25 € hors taxe, augmenté de l'actualisation prévue dans les dispositions du dit protocole. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre au groupe SAS Bessi ou toute autre société du groupe Bessi par substitution la parcelle cadastrée BL 352, 6 rue de la Porte de Lille, au prix compatible avec l'estimation par les domaines, à savoir 38,23 € hors taxe du mètre carré, soit un montant de 126 541,30 €. La ville de Grande-Synthe sera représentée par maître Justine Brasy-Le Chien, notaire à Brédune, qui sera chargé de la rédaction de l'acte de vente et des formalités afférentes. Les frais d'acte notarié et autres éventuels frais géomètres sont à la charge de l'acquéreur. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération.
Merci Albert, ça va clôturer l'opération Parc de l'Étoile et c'est plutôt une bonne nouvelle que le PSM donc, des Flandres vienne s'installer sur le Parc de l'Étoile. Ce sera une partie normalement administrative et aussi une partie pour les rendez-vous avec les personnes concernées par les soins qu'ils dispensent. Donc c'est une bonne nouvelle pour le territoire que le PSM s'installe sur Grande-Synthe et c'est une bonne nouvelle pour le Parc de l'Étoile qui ainsi donc va être complet. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Le point numéro 4, c'est la démolition rue du Courgain et la voie Jacques Duclos pour Partenord Habitat. En 2013, le secteur du Courgain faisait partie du programme de rénovation urbaine. Dans ce cadre, il avait été évoqué à cette époque des interventions sur les résidences dites MIS. Vous connaissez tous. Toutes et tous les MIS à Grande-Synthe. Il y a peu que j'ai appris que MIS voulait dire maison individuelle superposée, ainsi que sur leur immeuble C1 et C2, le tout situé rue du Courgain et voie Jacques Duclos. Ces logements sont touchés par des infiltrations d'eau via les terrasses, les châssis et les joints des panneaux de façade. Pour des contraintes techniques et financières, il s'avère que la solution retenue par Partenord Habitat est de procéder à la démolition des 45 logements des immeubles MIS 1, C1 et C2, ainsi que des 20 garages et parkings attenants. Je vous propose donc de donner un accord à Partenord Habitat pour procéder à la démolition des 45 logements des immeubles précités, ainsi que des 20 garages sur les rues du Courgain et les voies Jacques Duclos. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? C'est plutôt une bonne nouvelle pour le bout du Courgain et qui nous permettra de redynamiser aussi avec Partenord ce quartier avec un programme qui devrait prochainement arriver, qui sera d'ailleurs en relation avec celui que nous avons prévu sur le quartier Saint-Jacques. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux contrats et marchés. C'est l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 6 février 2023 qui vous ont été communiqués. Y a-t-il des remarques sur la production de cet état? Non. S'agissant d'un état, ça ne passe pas au vote. Donc il est pas adopté, mais il a été acté par les membres de l'Assemblée. On va passer aux finances avec une longue tirade de la part de M. Cuvillier. Et pour commencer, les comptes de gestion du budget principal, point numéro 1, et le compte de gestion du budget annexe, point numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que, conformément à l'article L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion du receveur. Monsieur le maire précise que le compte de gestion a été transmis par le receveur avant le 1er juin, conformément à la loi, et qu'il reflète exactement la ventilation détaillée des crédits budgétaires au compte administratif 2022 présenté par l'ordonnateur, et dégage le même résultat que ce dernier avant prise en compte des reports de dépenses et de recettes, soit pour le budget principal, résultat de l'exercice 2022, investissement, un déficit de 1 044 593,59 €, en fonctionnement, un excédent de 5 781 020,83 €, résultat de clôture de l'exercice 2022 en investissement, un excédent de 4 610 554,13 €, en fonctionnement, un excédent de 5 781 020,83 €. Monsieur le maire précise que le compte de gestion reprenant ces résultats est joint à la précédente délibération. Et je vais passer tout de suite au niveau du budget annexe, avec un résultat de l'exercice 2022 sur l'investissement, avec un déficit de 18 424 €. En fonctionnement, un excédent de 53 227,80 €, ce qui donne un résultat de clôture de l'exercice 2022. En investissement sur un déficit de 33 524,43 €, en fonctionnement, un excédent de 53 227,80 €. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver les comptes de gestion du budget principal et du budget annexe tels qu'ils ont été présentés. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est plutôt une bonne chose que ce soit en relation
Le même qu'avec le percepteur, tout le monde sera embêté. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote sur le compte de gestion du budget principal. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Le compte de gestion 2022 du budget annexe, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. On va passer au compte administratif 2022. Donc la loi m'oblige à quitter la séance et je vous propose qu'en mon absence, ça soit M. Benoît Cuvillier qui préside la séance. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc non. Donc on peut supposer que tout le monde est d'accord pour que ce soit toi, Benoît, qui prenne la présidence de cette assemblée. Et je te laisse présenter donc le compte administratif, budget principal et budget annexe. Merci Martial. On va attendre que Monsieur le maire quitte la salle du Conseil. Et je vais profiter pour vous dire que cette année, on a souhaité innover un petit peu sur la présentation du compte administratif du budget principal et du budget annexe et qu'on a travaillé sur un format vidéo, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder cette vidéo ensemble et puis je reprendrai la parole à la fin de cette vidéo. On peut y aller. Régi par le Code général des collectivités territoriales et la loi NOTRe, le vote du compte administratif est un acte majeur de la vie municipale. Il intervient comme l'acte de clôture de l'année budgétaire 2022. Le vote du compte administratif est aussi un moment de bilan privilégié où l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'année 2022 y sont retracées. Il se décompose en deux sections. Le fonctionnement permettant la gestion courante de la collectivité. Nous y retrouvons essentiellement les dotations communautaires et d'État, ainsi que la fiscalité en recettes. En dépenses, nous y verrons la masse salariale, les charges, les subventions aux associations ou les différentes actions menées par la collectivité, comme par exemple les estivales, Noël Saint-Yvan ou la saison culturelle. L'investissement favorisant la mise en place de projets structurants ou la gestion annuelle ou pluriannuelle du patrimoine de notre collectivité. Nous y retrouvons notamment en recettes les subventions sollicitées par la ville, le solde d'investissement reporté et le virement de la section de fonctionnement. En dépenses, nous y verrons les différents travaux sur la ville, comme le stade Calcoun ou la piste cyclable, ou les différentes acquisitions, comme le cabinet médical du Courguin, ou les acquisitions de véhicules pour le service technique. Avant d'entrer dans le détail de ce compte administratif, je vous soumets quelques indicateurs importants. Le montant des recettes de fonctionnement et d'investissement représente un montant global de 79 millions et de 74,3 millions en dépenses. L'excellent taux de réalisation de nos recettes de fonctionnement, de 100,18%, démontre à la fois le travail des services municipaux dans la recherche des subventions, mais aussi et surtout la sincérité de nos prévisions budgétaires. L'excédent brut de fonctionnement pour l'année 2022, il est le delta entre les recettes et les dépenses réalisées. Il représente un montant de 5,8 millions. Notre épargne brute, quant à elle, correspond à 4,9 millions, ce qui représente 7,07% et nous permet d'être au-dessus du seuil critique. Il est à noter dans ce calcul que l'indemnisation de l'assurance à la suite de l'incendie du service technique, pour un montant de 2,7 millions, n'est pas prise en compte. Notre stock de dette a été diminué cette année de 2 millions. Aucun emprunt n'a été souscrit sur l'année 2022. Depuis 2016, notre stock de dette a baissé de manière significative, passant de 23,2 millions à 12,2 millions, soit un différentiel de 11 millions. Nous allons maintenant nous concentrer sur la section de fonctionnement. L'ensemble des recettes de fonctionnement s'élève cette année à 71,07 millions. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le montant global est de 65,33 millions. La clé de répartition des recettes de fonctionnement est relativement identique aux années précédentes. Nous constatons, comme je l'évoque souvent, que 75% de nos recettes sont figées. On y retrouve essentiellement la fiscalité à hauteur de 17%, les compensations communautaires pour 59,6%, les compensations de l'État pour 14,7% et diverses autres recettes. La communauté urbaine de Dunkerque reverse à la ville de Grande-Synthe l'attribution de compensation pour un montant de 33,42 millions. La dotation de solidarité communautaire, également versée par la CUD, quant à elle, représente 7,33 millions. La somme de ces montants représente 40,75 millions. L'État reverse à la ville la dotation de solidarité urbaine. Cette dotation est calculée selon plusieurs critères en lien avec les paramètres sociaux de notre population. Le montant de la DSU est de 6,17 millions d'euros. Malgré l'attribution de la DSU, l'État considère que notre collectivité est riche fiscalement
et que nous devons contribuer au redressement des finances publiques pour un montant de 1,02 million. Nous retrouverons cette dépense au chapitre 014. La fiscalité représente quant à elle un montant global de 11,45 millions. On y retrouve la fiscalité des ménages pour un montant de 6,92 millions. Il est nécessaire de rappeler que la ville n'a pas augmenté son taux d'imposition depuis 2001 et que la majorité municipale s'est engagée à ne pas l'augmenter pendant le mandat. Nous y voyons également la compensation de la taxe foncière des locaux industriels pour un montant de 3,7 millions. Les autres taxes, comme les droits de mutation, la TLPE, la TCFE, représentent un montant global de 0,83 millions. Nous pouvons souligner le travail des agents dans les demandes de subventions. Je ne citerai que quelques exemples avec les 2,2 millions de subventions de la CAF, qui englobe les maisons de quartier, le service jeunesse et la petite enfance, ou encore la dotation politique de la ville pour un montant de 541 000 euros. Pour conclure sur les recettes de fonctionnement, j'évoquerai les redevances aux services publics qui correspondent au paiement de nos concitoyens pour bénéficier des nombreux services proposés par la collectivité. Nous pouvons évoquer ici à titre d'exemple la restauration scolaire, la périscolaire, les repas des seniors. Avec une tarification sociale qui est propre à la ville de Grande-Synthe, ce montant représente une recette de 584 000 euros. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je commencerai par évoquer le taux de réalisation important cette année, à hauteur de 96,47%. Ce taux, plus élevé qu'à l'accoutumée, reflète le contexte inflationniste que nous avons subi sur l'année 2022. J'y reviendrai. La clé de répartition de nos dépenses se décompose de la manière suivante. 20% pour les charges à caractère général permettant le bon fonctionnement des services. 63% pour les charges de personnel, plus communément appelées la masse salariale. 12% pour les charges de gestion courante, qui est le chapitre des subventions aux associations et du CCAS. 1% pour le chapitre 66 et 67, qui correspondent respectivement au remboursement des intérêts de l'emprunt pour le premier et à la compensation tarifaire du Varlin et aux bourses scolaires pour le second. Les charges à caractère général pour un montant de 13,2 millions est un chapitre sur lequel j'aime m'attarder. Il est un peu le reflet de l'année écoulée. Comme pour chacun d'entre nous, les bons moments de convivialité et de partage sur les manifestations portées par la collectivité, comme l'été au Pitouk, la piscine en plein air, le Noël scintillant. Avec les nombreux services de qualité proposés à nos concitoyens, tels que la restauration scolaire, les centres aérés, les mini-camps, les vacances en famille, ou encore les pièces de théâtre, les spectacles nombreux et variés et les concerts de la saison culturelle. Il est aussi le chapitre de la frustration, avec une augmentation significative du coût de la vie, aussi bien pour nos concitoyens que pour la collectivité. C'est à travers ce chapitre que nous subissons l'augmentation du coût de l'énergie, avec des dépenses qui ont doublé cette année, passant de 1,8 à 3,6 millions, malgré un plan de sobriété énergétique sur le dernier semestre de l'année. Bien évidemment, ces dépenses ne sont pas compensées par l'État. Au chapitre des décisions gouvernementales non compensées, nous retrouvons également un impact significatif sur le chapitre des charges du personnel. Le montant global de ce chapitre émarge à 41 millions, soit une augmentation de 4,3%. Cette hausse d'1,7 million s'explique notamment avec les décisions légitimes mais non compensées par l'État d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Même si cette augmentation était attendue et se trouve en dessous de l'augmentation du coût de la vie, le coût pour la collectivité représente, lui, 600 000 euros. D'autres éléments viennent justifier cette augmentation, comme la prévoyance imputée sur ce chapitre depuis 2022, pour un montant de 325 000 euros, ou l'augmentation, encore une fois, à juste titre, des agents de catégorie C et B pour un montant de 400 000 euros. Pour compléter et clôturer sur la masse salariale, il est nécessaire de rappeler également notre volonté à remplacer le personnel de l'EHPAD lors des arrêts maladie, pour que les résidents puissent continuer à obtenir un service de qualité. Pour le chapitre de gestion courante, le montant global est de 8,1 millions. Il est le chapitre du lien social et de la solidarité. Il démontre la politique volontariste de la municipalité à accompagner le tissu associatif local, vecteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. Plus de 145 associations ont été financées cette année pour un montant de 4,5 millions. Il est également le chapitre de la solidarité avec la subvention destinée au CCAS avec 1,2 million d'euros fléchés sur le minimum social garanti, qui cette année encore aura permis d'accompagner 400 familles. C'est aussi le chapitre du revenu minimum étudiant ou des aides cantines. Celles-ci permettent à de nombreuses familles une prise en charge du repas à bien moins qu'1 euro comme le suggère l'État.
Il est enfin le chapitre avec l'ensemble des aides sociales permettant à nos concitoyens de sortir la tête de l'eau dans un contexte de plus en plus complexe. Au chapitre 67, nous retrouvons la traditionnelle compensation tarifaire permettant au cinéma Le Varlin de conserver une tarification attractive pour un montant de 204 000 €. Le chapitre 67 est également le chapitre des bourses scolaires versées aux collégiens et lycéens pour un montant de 177 000 €. Il est aussi le chapitre du pass sport et du pass senior qui ont concerné cette année respectivement 718 enfants et 1100 seniors. Pour clôturer sur les dépenses de fonctionnement, nous retrouvons le remboursement des intérêts de l'emprunt à hauteur de 360 000 € au chapitre 66. La section d'investissement permet la mise en place de projets structurants, d'entretenir le patrimoine de la collectivité par l'intermédiaire de plans annuels ou pluriannuels, de faire des acquisitions de matériel ou d'immobilier. La section d'investissement est la partie budgétaire permettant de construire la ville de demain. Je commencerai par évoquer les recettes d'investissement. Nous pouvons constater un taux de réalisation de recettes réelles de 81%. Le montant total des recettes d'investissement avoisine les 8 millions d'euros. Dans les recettes d'investissement, nous y retrouvons le versement de la FCTVA pour un montant de 390 000 €. Nous retrouvons également les diverses demandes de subventions, avec notamment pour les plus significatives, les 197 000 € versés par la CUD pour le plan piscine, les 40 000 € par le billet de France Relance pour la sécurité du système informatique, les 46 000 € par l'État pour les équipements informatiques des écoles, plus 14 000 € pour l'installation de capteurs CO2 dans les écoles. 22 000 € de FIC pour les travaux d'accessibilité, 56 000 € de DZIL pour la vêture du gymnase Clémenceau, 40 000 € d'ANRU pour l'îlot des peintres. L'ensemble de ces subventions représente 422 000 €. Il est nécessaire de préciser que des reliquats de subventions seront perçus en 2023, notamment la subvention de la région pour un montant de 258 000 € pour l'espace Martha des Rumeaux. Toujours en recettes d'investissement, nous constatons la présence de l'excédent de fonctionnement de l'année 2021 pour un montant de 5,7 millions, ainsi que les 5,6 millions d'excédents d'investissement reportés. L'ensemble des recettes cumulées a permis à la collectivité d'obtenir un fonds de roulement de 11,3 millions. Cette année encore, la collectivité n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer la section d'investissement, ce qui a permis de considérablement diminuer le stock de dette. Au niveau des dépenses d'investissement, pour un montant global de 9 millions, on retrouve les dépenses d'équipement pour un montant de 6,8 millions. Elles ont été financées en 2022 par l'épargne brute, par le FCTVA, les subventions et par le fonds de roulement que nous venons d'évoquer. Pour entrer dans le détail, sans faire une liste exhaustive, nous pouvons évoquer les travaux d'entretien du patrimoine, les mises aux normes ou les réhabilitations pour un montant de 3,2 millions, les travaux sur les pistes cyclables pour un montant de 392 000 €, favorisant la mobilité douce et les déplacements sécurisés sur notre ville, les travaux sur le stade Calcun pour un montant de 947 000 €, qui étaient attendus par la SAGS pour offrir de bonnes conditions de pratique du football, les travaux sur le campus de la Réussite pour 1,3 million, afin de permettre à nos jeunes et étudiants d'être dans des conditions optimales pour construire leur avenir professionnel, ou encore la passerelle Plaine Lorca et le réseau de fibre optique. Nous pouvons également évoquer les acquisitions réalisées par la ville, avec notamment l'acquisition du cabinet médical du Courguin pour un montant de 350 000 €, avec l'ambition de travailler sur la désertification médicale sur notre territoire, l'acquisition de véhicules à destination du service technique pour un montant de 1,4 million d'euros, afin de remplacer la perte subie lors de l'incendie. L'acquisition de matériel informatique et numérique pour un montant de 1,2 million, dont 200 000 € sont consacrés à équiper les écoles. L'acquisition de matériel pour permettre aux services de travailler en régie plutôt que de faire appel à des prestataires extérieurs, ou l'acquisition de mobilier urbain pour travailler à l'embellissement de notre ville pour un montant de 708 000 €. Enfin, je conclurai sur les dépenses d'investissement par les subventions versées dans le cadre de l'aide à l'acquisition d'un vélo neuf qui aura concerné cette année 285 foyers. Cette aide s'inscrit pleinement dans notre volonté à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens d'une part, et dans notre politique autour des mobilités douces d'autre part. En lien avec les travaux sur les pistes cyclables, le montant de cette année représente 44 000 €. Nous allons maintenant aborder le compte administratif du budget annexe. Il est à savoir que le budget annexe est consacré aux opérations de recettes et de dépenses assujetties à la TVA, comme les locations de salles, les entrées pour les spectacles. Les résultats dégagés sont de moins 18 424 € en investissement et excédentaires de 53 227 € en fonctionnement. Concernant les recettes de fonctionnement, nous avons réalisé en 2022 581 000 €. Dans ces recettes, nous retrouvons le versement de la subvention d'équilibre pour un montant de 240 000 €,
le loyer de 96 000 € pour le local du Pôle emploi, les spectacles du Palais du Littoral et les locations de salles. Pour les dépenses, nous sommes en réalisation à 528 000 €. Alors, on peut noter au chapitre 011 un montant de 446 000 € qui correspond aux dépenses de charges à caractère général selon la clé de répartition pour les bâtiments concernés par le budget annexe pour leur partie commerciale. À ce chapitre, on retrouve tous les fluides en augmentation ainsi que les locations de matériel pour le Palais du Littoral pour un montant de 79 000 € et un montant de 265 000 € pour les spectacles. Concernant le chapitre 012, charges de personnel, nous sommes à un montant de 24 000 €. Pour les charges financières, c'est essentiellement le montant des intérêts de l'emprunt relatif à l'acquisition du local Pôle emploi qui s'élève à 12 000 € en 2022. Au niveau du chapitre 67, il s'agit des remboursements des spectacles annulés et des locations de salles annulées suite aux différentes restrictions liées à la crise sanitaire pour un montant de 4 300 €. Pour les opérations d'ordre, on retrouve le montant des amortissements d'un montant de 41 200 €, montant que nous retrouvons à l'identique en recettes d'ordre d'investissement. Pour les recettes d'investissement, nous avons 56 500 €. On retrouve en parallèle au chapitre 40 du chapitre 042 pour les amortissements liés au local Pôle emploi. À noter aussi au chapitre 10 un excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 15 300 € relatif à l'excédent de l'année 2021. Concernant l'investissement, pour les dépenses, nous sommes à un total sur l'exercice 2022 de 75 000 €. On retrouve le remboursement en capital de la dette pour l'acquisition du local Pôle emploi de 70 000 € et 2 500 € au chapitre 21 et 23 pour des acquisitions et des travaux au Palais du Littoral. Alors voilà pour la présentation du compte administratif du budget principal et du budget annexe. Je vais profiter pour remercier le service finance et le service communication qui ont travaillé avec moi pour cette belle vidéo qui vous a été présentée. Je pense que le format est plutôt intéressant alors c'est toujours difficile d'un point de vue pédagogique, les longs discours avec beaucoup de chiffres. Donc là, on a voulu mettre un peu en image ce qu'on faisait au cours de l'année. Donc voilà un petit peu le résultat. Et je pense que si c'est quelque chose qui convient à la fois aux élus et à la fois à la population, on travaillera sur le débat d'orientation budgétaire, sur le compte administratif et sur le budget primitif pour les prochains conseils. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Donc on va pouvoir passer au vote pour le compte administratif du budget principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Pour le budget annexe, le vote du compte administratif du budget annexe, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Donc je pense qu'on va pouvoir rappeler Monsieur le maire pour qu'il puisse nous rejoindre et puis reprendre le déroulé du conseil de ce soir. Ça va, ça a été rapide. Monsieur le maire arrive. Voilà, monsieur le maire, je vous informe que le compte administratif sur le budget principal et le budget annexe ont été votés à l'unanimité. Merci, monsieur Cuvillier, merci, mon cher Benoît, merci aux membres de notre Assemblée. C'est en effet une bonne nouvelle que ce soit voté à l'unanimité. J'espère qu'il fera aussi bien pour le BP. On va passer à l'affectation des résultats 2022. Et donc, point numéro 5 pour le budget principal et point numéro 6 pour le budget annexe. Allons-y. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le compte administratif de l'exercice 2022 est voté ce jour et que l'Assemblée doit maintenant statuer sur l'affectation du résultat dans le cadre de l'élaboration du budget primitif. On y retrouve en section de fonctionnement un excédent constaté de 5 781 020,83 €. Monsieur le maire propose l'affectation de cet excédent capitalisé au niveau du compte 1068.
pour un montant de 5 781 020,83 €. Au niveau de la section d'investissement, le résultat constaté de 4 610 554,13 €. Le résultat excédentaire d'investissement sera reporté au compte 001, excédent d'investissement reporté. Cette décision prend effet dans le budget primitif 2023, mis en délibéré ce jour. Au niveau du budget annexe, sur la section de fonctionnement, un excédent constaté de 53 227,80 €. Monsieur le maire propose l'affectation à l'investissement, compte 1068 de l'excédent de fonctionnement capitalisé, pour couvrir le déficit de la section d'investissement. Au niveau de la section d'investissement, le résultat cumulé déficitaire de 33 524,43 €. Cette décision prend effet dans le budget primitif du budget annexe 2023, mis en délibéré ce jour. En conséquence de quoi, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de se prononcer à ce sujet, de prendre acte des résultats de l'exercice 2022 et d'affecter ces résultats selon sa proposition. Merci Benoît. Concernant la délibération numéro 5, l'affectation des résultats 2022, budget principal, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point numéro 6, l'affectation des résultats 2022 du budget annexe. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 7, les impôts directs locaux. Le vote des taux des 3 taxes. Benoît. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la nécessité de fixer les taux des taxes directes locales pour 2023, comme le prévoit l'article 1636b, sec 6 du Code général des impôts. Comme l'équipe municipale s'y est engagée, il est proposé de ne pas augmenter les taux pour 2023. La taxe d'habitation va disparaître au niveau national pour 100% de nos contribuables à compter de 2023. Pour compenser la suppression de la TH, les communes se sont vues transférer à compter de 2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 sur leur territoire. Chaque commune s'est donc vue transférer le taux départemental, TFB, qui est venu s'ajouter à son taux communal. Il est proposé à l'Assemblée, conformément à nos engagements, de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes ménages, la taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de maintenir les taux au niveau de 2020. Monsieur le maire précise à l'Assemblée que le produit fiscal attendu à ce titre est inscrit au budget primitif 2023 et qu'il s'élève à 7 200 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération et de décider de la non-augmentation des taux pour 2023. Merci Benoît, c'est effectivement un engagement fort de notre part. Dans cette période difficile et de récession, on a décidé de ne pas augmenter les taux parce que notre population et les concitoyens grand-satois sont déjà fortement touchés par l'inflation et la crise et l'augmentation des prix et des loyers et autres. Donc c'est une décision forte et je t'en remercie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote des taux. Y a-t-il des votes contre ces taux? Non. Des abstentions non plus. Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Points 8 et 9, tu les fais en même temps? Oui. 8 et 9 en même temps, c'est le budget primitif 2023, point 8 pour le budget principal et point 9 pour le budget annexe. À toi, Benoît. Alors, pas de vidéo ce coup-ci pour le budget primitif, mais je vous promets qu'on en fera une l'année prochaine. Donc, vous allez encore entendre un long discours, mais on n'a pas le choix d'y passer. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, pour faire suite au débat d'orientation budgétaire et pour continuer le cycle budgétaire de l'année 2023, nous allons entamer la présentation du projet du budget primitif. Cette présentation concernera le budget primitif du budget principal et du budget annexe. Encore une fois ce soir, je souhaite remercier le service finance de la ville pour la qualité de la note de synthèse et le PowerPoint favorisant les débats. Un budget, qu'il soit celui d'un ménage, d'une collectivité, d'une entreprise, se construit toujours dans un contexte. Il est important pour moi de vous donner quelques éléments indispensables à la proposition du budget primitif de ce soir. À l'heure où je présentais le budget primitif de l'année dernière, la guerre à la frontière de l'Europe venait de faire ses premières victimes. Suite à la folie d'un homme et sans motif valable, l'Ukraine a été attaquée sur son territoire par la Russie. Je profite de ces quelques lignes pour réaffirmer mon soutien sans faille au peuple ukrainien. Ce drame humain, comme celui de la crise sanitaire, ont eu avec le recul de nombreuses conséquences sur l'économie mondiale, européenne et nationale. À commencer par une forte inflation que nos concitoyens, mais aussi notre collectivité, subit depuis une bonne année. Le taux d'inflation
aura été de 5,2% en 2022. Il est estimé à pas loin de 10% pour l'année 2023. Comment ne pas mettre en avant également l'instabilité et surtout la montée fulgurante des prix de l'énergie qui ont eu pour conséquence de doubler nos factures l'année dernière, comme évoqué lors de la présentation du compte administratif. Si vous associez à cela le silence de l'État face aux cris d'alerte des collectivités pour la mise en place de boucliers tarifaires ou pour compenser les décisions unilatérales de ce gouvernement hors sol, vous commencez votre budget primitif avec quelques contraintes. Fort heureusement, un budget primitif se construit également avec la volonté politique, en premier lieu celle de maintenir l'ensemble des services destinés à notre population. Il se construit en responsabilité avec une sincérité dans les dépenses et recettes qui seront évoquées. À vrai dire, le budget primitif de ce soir est une équation fine de sobriété des dépenses pour préserver notre capacité d'investissement, tout en maintenant nos valeurs de solidarité et de redistribution à nos concitoyens. Le budget principal s'équilibre en fonctionnement à hauteur de 69 244 500 € et en investissement à hauteur de 21 550 000 €, soit un budget total de 90 794 500 €. Je commencerai par les recettes de fonctionnement, estimées cette année à 68,9 millions, soit une augmentation de 1,75%. J'aime à rappeler que nos recettes de fonctionnement sont essentiellement composées de dotations, environ 75%. La clé de répartition de nos recettes est relativement identique aux années précédentes. Nous y retrouvons l'attribution de compensation pour 33,2 millions et la dotation de solidarité communautaire pour 7,3 millions. L'ensemble de ces dotations versées par la CUD représente 59% de nos recettes. La fiscalité, pour 17% de nos recettes avec un montant de 11,1 millions d'euros. La dotation de solidarité urbaine, qui est estimée mais pas encore notifiée pour un montant de 6,3 millions, soit 9% de nos recettes. Les remboursements des frais de personnel concernant le CCAS et l'EHPAD pour un montant de 3,3 millions. D'autres recettes sont à souligner et montrent la volonté des élus et des techniciens à solliciter toujours plus de demandes de subventions pour compléter notre budget. En voici quelques exemples. La CAF qui concerne la petite enfance, la jeunesse ou nos maisons de quartier pour un montant de 2,2 millions. La DPV pour un montant de 950 000 € pour les travaux du campus de la Réussite, du stade Calcoun et les travaux programmés sur l'école Buffon. La subvention départementale à nos maisons de quartier à hauteur de 100 000 €, la cité éducative pour 100 000 € et la fondation Carasso pour 80 000 €. Enfin, pour conclure sur nos recettes, il est important de préciser que nous sommes encore en attente de notification de certains montants, avec notamment le remboursement de l'assurance concernant les véhicules incendiés du service technique. Nous aurons l'occasion de vous le communiquer avec précision ces montants lors des décisions modificatives en cours d'année. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous émargeons cette année à 64,6 millions, soit une légère augmentation de 1,6%. Cette augmentation doit être largement nuancée avec l'inflation qui sera évaluée cette année à presque 10%, ce qui montre un véritable effort réalisé. Nous avons aujourd'hui encore plus qu'hier l'obligation de se réinventer pour réussir à faire mieux avec des moyens qui se limitent de plus en plus. Et c'est dans cet état d'esprit que je commencerai par évoquer les charges à caractère général, ou plus communément le chapitre permettant le bon fonctionnement des services. Il est à souligner que nous reconduisons ce chapitre à l'identique pour un montant de 13 millions. Un véritable travail a été réalisé avec les services pour limiter nos dépenses, tout en conservant des services de qualité à destination de notre population. Nous allons y retrouver la restauration scolaire, la périscolaire, les repas des seniors, les activités des maisons de quartier. Je peux évoquer le plan de sobriété énergétique mis en place l'année dernière qui permettra probablement de limiter nos dépenses d'énergie qui, associées à l'amortisseur électricité, nous permettront de faire une économie de 600 000 €. Nous suivrons avec attention ce poste de dépenses qui représente 3,2 millions cette année. Enfin, j'évoquerai les nombreuses manifestations ludiques, sportives, culturelles que la ville mettra en œuvre tout au long de l'année à destination de nos concitoyens. Nous avons fait le choix d'intensifier ces événements et de consacrer un montant un peu plus important que les présentes, une somme de 204 000 €. Les charges de personnel, ou plus communément appelées la masse salariale, représentent 63% de nos dépenses. Je ne reviendrai pas sur les différentes charges supplémentaires que nous avons évoquées précédemment, mais je souhaite apporter quelques éléments. La masse salariale représente 41,2 millions. Ce montant peut paraître important, mais les élus locaux que nous sommes ont toujours prôné la défense d'un service public de qualité. Nous avons sur notre ville une population parfois fragilisée et il est nécessaire de pouvoir lui offrir les services qu'elle mérite. Ceci étant dit,
Cela ne nous empêche en rien de gérer les deniers publics en responsabilité. Et c'est pour cela que nous avons mis en place avec Madame Desmazières et les services une commission mensuelle afin de maîtriser au mieux les dépenses de ce chapitre. Je le dis et je le répète également, afin de répondre au bruit de couloir parfois colporté, maîtriser la masse salariale ne veut pas dire la suppression des heures supplémentaires ou des restrictions radicales. Il est de notre devoir et surtout de notre volonté politique de préserver une haute qualité de service et de technicité au sein de notre collectivité. Au chapitre 014, nous retrouvons la traditionnelle et coûteuse contribution de la ville au redressement des finances publiques pour un montant de 1,02 million. Depuis 2016, c'est 7,8 millions en moins dans nos caisses. Concernant le chapitre de gestion courante, le chapitre vecteur de solidarité et de lien social, nous constatons encore une fois notre politique volontariste auprès des associations. Que ce soit en faveur de la culture, du sport, de l'éducation ou de l'inclusion, ce sont plus de 150 associations qui seront financées cette année pour un montant de 7,2 millions. À l'heure où le président de la République tente de faire passer son infâme réforme des retraites, à l'heure où il s'attaque sans scrupule et sans une once d'humanité aux allocataires du RSA lors de son dernier discours, nous faisons le choix à Grande-Synthe de maintenir le minimum social garanti et de verser près de 3 millions de subventions à notre CCAS. Le minimum social garanti permet aux personnes les plus fragiles d'être accompagnées administrativement et financièrement pour retrouver progressivement le chemin de l'emploi. Une autre méthode bien plus humaine que les petites phrases douteuses de notre président qui va, une nouvelle fois, stigmatiser et fragiliser une partie des Françaises et des Français, pourtant déjà bien en difficulté. Nous retrouvons également sur ce chapitre une subvention de 400 000 € pour équilibrer le budget annexe. Toujours dans les dépenses, nous retrouvons un montant de 358 000 € permettant de financer les intérêts de la dette. Le remboursement du capital sera quant à lui évoqué dans les dépenses d'investissement. Enfin, nous pouvons évoquer au chapitre des charges, pour un montant global de 520 000 €, les différents passes, seniors, sport, culture, et les bourses à destination des collégiens et lycéens, et la compensation tarifaire du Varlin. Nous allons maintenant évoquer la section d'investissement pour un montant global de 21,5 millions. Nous pouvons commencer par les dépenses d'investissement que vous retrouverez dans leur globalité en page 12 de la note de synthèse. Je vais pour autant en extraire les plus significatives, à commencer par la subvention de 650 000 € à Partenord, afin de permettre dans le cadre de l'ANRU la démolition des tours. Petite nouveauté cette année, la subvention destinée aux aides à l'acquisition de vélos neufs se retrouve en fonctionnement. Je rappelle pour autant que la ville maintiendra cette aide sur l'année 2023. En ce qui concerne les dépenses d'équipement, Monsieur le maire et la majorité municipale font preuve d'ambition, avec un montant avoisinant les 13 millions pour construire la ville de demain. Nous y retrouvons la liste des nombreux investissements permettant d'offrir des équipements et un espace public de qualité au sein de notre ville. À titre d'exemple, nous pouvons évoquer la création de la cantine de l'Atrium pour faire face à des inscriptions toujours plus nombreuses à notre service de restauration scolaire. Nous pouvons évoquer la finalisation du campus de la Réussite, des travaux du stade Calcoun ou encore la rénovation du City-Stade de l'espace jeune de l'Adbec. Nous pouvons évoquer notre plan école et les travaux qui seront réalisés à l'école Buffon, ou encore le lancement des études afin de reconstruire le service technique à la suite de l'incendie. Nous n'oublions pas, bien évidemment, l'entretien récurrent du patrimoine de la collectivité. Au niveau des acquisitions, nous continuerons le rachat de véhicules et d'engins détruits par l'incendie avec un montant avoisinant le million d'euros. Nous allons également réaliser de forts investissements sur le matériel informatique et logiciel informatique afin de moderniser notre parc. Toujours au niveau des dépenses d'investissement, nous pouvons évoquer notre remboursement au capital de la dette pour un montant de 2 millions. Il est nécessaire de rappeler que la ville n'a pas d'emprunt dit toxique et que l'annuité de notre dette est de 2,8 années et que les seuils d'alerte sont estimés à 12 annuités. Au niveau des recettes, nous retrouvons les subventions que nous allons solliciter pour des différents projets que nous avons précédemment cités pour un montant de 1,3 million, le FCTVA pour un montant de 850 000 €, le résultat excédentaire de 5,7 millions, les différentes recettes d'ordre avec notamment le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour un montant de 3,3 millions ou l'excédent d'investissement reporté pour un montant de 4,6 millions. Enfin, la collectivité aura, en fonction des besoins, recours à l'emprunt pour un montant de 4 millions. Pour rappel, la ville n'a pas contracté d'emprunt depuis 2017. En ce qui concerne le budget primitif du budget annexe, il est proposé un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 738 631,73 € pour la section de fonctionnement,
357 624,43 € pour la section d'investissement. Concernant la section de fonctionnement, au niveau des dépenses de fonctionnement, on peut noter tout d'abord une certaine stabilité par rapport à 2021 sur les chapitres 012 et 66. Au chapitre 011, on retrouve une augmentation significative de la forte hausse des combustibles. Au 613, location de matériel pour le Palais du Littoral, une augmentation de 17 000 €, ainsi qu'au 61,88 pour la réalisation de la programmation culturelle, nous retrouvons à ce compte une augmentation de 42 000 €, due à une reprise significative de l'activité. Stabilité au chapitre 66, il s'agit simplement des intérêts d'emprunt en augmentation de 21 840 €. À noter un virement de la section d'investissement de 118 000 €. De même, en termes de recettes au chapitre 75, on prévoit une recette de 186 000 € pour les locations, qui reprend les recettes des locations de salles, les loyers touchés pour la location des locaux du Pôle emploi pour 124 000 € et le loyer pour le Varlin pour 23 000 €. Au chapitre 70, il s'agit essentiellement des entrées payantes des spectacles qui se déroulent au Palais du Littoral. On prévoit donc une augmentation des recettes grâce à la reprise totale de notre programmation culturelle pour un montant espéré de 150 000 €. On retrouve aussi dans ce chapitre la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe pour un montant de 400 000 €. Sur la section d'investissement, au niveau des dépenses d'investissement, on peut noter au chapitre 16 le remboursement du capital de l'emprunt pour un montant de 70 000 €, contracté pour l'acquisition du local Pôle emploi. Il y a également le déficit de 2022 reporté pour un montant de 33 500 €. Au chapitre 21, les 226 500 € inscrits correspondent à des achats de mobilier et de matériel pour les différentes structures concernées par le budget annexe pour leur partie commerciale. La somme est conséquente, mais elle correspond essentiellement à la rénovation du cinéma Le Varlin pour l'achat de sièges et de projecteurs pour un montant estimé à 130 000 €. Au niveau du chapitre 23, une grande partie des crédits alloués, soit 21 500 €, seront affectés au Varlin et au Palais du Littoral. Au niveau des recettes d'investissement, nous retrouvons le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 118 000 €. Pour conclure cette présentation, nous pouvons dire que malgré la conjoncture défavorable à notre collectivité, nous avons fait le choix de résister. Résister avec un fonctionnement optimisé et n'impactant pas la haute qualité de nos services à la population. Résister avec une solidarité et une redistribution envers nos concitoyens reflétant nos valeurs de gauche. Résister pour préserver un montant important d'investissement pour construire la ville de demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, quelques mots, quelques remerciements de ma part. Au premier lieu, à vous, monsieur le directeur général des services, mon cher Philippe, à toi, Stéphanie, directrice des finances et DGA de la ville de Grande-Synthe, à l'ensemble des DGA pour leur application. D'ailleurs, je salue, il nous suit sur les réseaux Gauthier Lefeyer, qui s'est fait opérer du genou aujourd'hui et à qui je souhaite un prompt rétablissement. Mes remerciements aussi à l'ensemble des agents, quel que soit leur grade, leur poste. Vous êtes d'une utilité incomparable, incommensurable dans la mise en place de la politique que nous menons. Et je vous remercie très personnellement et très chaleureusement pour votre implication et pour votre abnégation pour œuvrer chaque jour pour continuer à assurer un service public de qualité dans des conditions de plus en plus difficiles, puisque, tu l'as dit Benoît, on a des recettes figées, des dépenses qui augmentent en flèche. Donc il nous faut réfléchir chaque jour pour trouver des astuces, pour trouver des modes de fonctionnement qui nous permettent d'économiser sur les dépenses pour continuer à assurer un service public de qualité et aussi pour continuer à innover. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire récemment, on ne fait pas de la politique pour être gestionnaire de l'argent public, on le fait pour porter des projets. Pour porter des projets, il faut avoir une densité financière qui nous le permet. Donc je vous remercie vraiment pour tous les efforts que vous faites chaque jour. Je remercie aussi mes collègues du conseil municipal du groupe majoritaire, parce que vous êtes partie prenante de cette déclinaison de notre politique, mais vous êtes aussi partie prenante dans l'organisation de notre belle ville et dans les prérogatives qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire de trouver des moyens d'économie pour continuer à assurer ce service public qui nous tient tellement à cœur. Ensemble, nous relevons de nombreux défis. Continuer ensemble à changer la ville,
Continuer ensemble à changer la vie pour nos concitoyens. Je ne vais pas rappeler les chiffres, vous les connaissez tous, mais on a une population très fortement touchée par le chômage, touchée par la pauvreté, qui a besoin plus qu'ailleurs de solidarité. Et c'est ce à quoi nous nous attelons chaque jour. C'est de plus en plus difficile, on le sait, tu l'as dit Benoît. C'est de plus en plus compliqué. Nous sommes de plus en plus obérés par des décisions étatiques incompréhensibles, insupportables. On fait payer les bons élèves, les collectivités territoriales qui ont l'obligation d'avoir un budget équilibré. Nous sommes peut-être les seuls de la fonction publique, enfin dans l'État, à avoir des budgets équilibrés. Et nous sommes au plus proche de nos concitoyens. Alors il nous faut continuer à lutter contre ces réformes d'un temps passé. Elles touchent je parle de la réforme des retraites, mais je parle aussi des prochaines réformes sur la loi immigration. Je parle aussi des prochaines réformes qui vont toucher les collectivités territoriales. Je parle de toutes ces réformes et tout ce dogmatisme de droite aujourd'hui qui fait qu'il est de plus en plus difficile de se positionner, d'aider les gens au sein de nos collectivités. Je ne peux que le regretter. Moi, nous souhaitons d'ailleurs, je le pense très sincèrement, continuer ensemble à bâtir ensemble un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir bienveillant pour nos seniors, pour nos aînés, un avenir bienveillant aussi pour nos concitoyens. Je te remercie de cette présentation, Benoît, parce qu'elle a été très didactique et elle a été aussi très sincère et on ne ment pas avec les chiffres dans le groupe majoritaire. Et je pense que c'est important d'avoir un franc-parler et de savoir aussi poser les choses lorsqu'il faut qu'elles soient posées. Je te remercie très sincèrement. S'il n'y a pas d'autres demandes, j'ai bien aimé le mot d'ailleurs que tu as dit, c'est le mot « résister ». Et nous résistons effectivement ensemble. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote sur le budget primitif. Le point numéro 8, c'est le budget principal. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Il est voté à l'unanimité. Sur le point numéro 9, le budget annexe, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est voté à l'unanimité. Je te félicite sincèrement, Benoît, puisque en 2 mandats d'adjoint aux finances, je n'ai eu qu'une fois le vote à l'unanimité sur ces 2 budgets. Bravo à toi. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que l'opposition s'était trompée. Alors, le point numéro 10, c'est la constitution de la provision pour les admissions en non-valeur. Et c'est la dernière pour moi. Je vais pouvoir me reposer après. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'instruction M14 rend obligatoire la constitution de provisions pour des créances susceptibles d'être admises en non-valeur. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à la commune à partir des éléments d'information communiqués avec le comptable public. Il convient de prévoir une provision pour dépréciation des actifs circulants pour un montant de 10 000 €. Les crédits sont prévus ce jour au B2023 au compte 77. La provision pour dépréciation des actifs circulants en budget 2023 est donc de 10 000 €. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée d'inscrire une provision pour dépréciation des actifs circulants à hauteur de 10 000 € au BP 2023. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Alors vous pouvez constater que 10 000 €, c'est très peu pour une collectivité comme la nôtre, et ça me permet de, encore une fois, remercier les services qui font un travail considérable de prévention et d'accompagnement de nos populations pour que justement il y ait le moins possible d'impayés. Il y a un travail de fond dans la dentelle qui est exercé depuis des années par nos agents pour justement qu'on n'ait pas trop d'admissions en non-valeur, et je vous en remercie. Y a-t-il des... On va passer au vote sur cette délibération de la constitution de la provision pour les admissions en non-valeur. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On va parler du passe-sport avec Karine Famchon. Merci, monsieur le maire. Il est exposé à l'Assemblée que dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la municipalité a souhaité renouveler le dispositif Passe-Sport pour la saison sportive 2023-2024.
Le principe est d'adopter une aide financière à certaines familles résidant sur la commune pour prendre en charge une partie des frais de cotisation à un club ou une association sportive de la commune. Elle est destinée aux enfants âgés de 4 ans à 17 ans dont le foyer présente un quotient familial inférieur à un certain seuil. L'objectif est de favoriser la pratique sportive et de la démocratiser. Le montant de l'aide est différent en fonction du quotient familial. Pour un quotient familial entre 0 et 200 €, l'aide sera de 50 € par enfant. Quotient familial de 200 à 400 €, le montant de l'aide sera de 40 € par enfant. Quotient familial de 400 à 600 €, 30 € par enfant. Quotient familial de 600 à 1000 €, le montant de l'aide sera de 20 € par enfant. La commune s'engage, sur présentation d'une facture et des coupons remis aux bénéficiaires du dispositif, à rembourser les associations partenaires selon les modalités sus-définies. Tous les clubs et les associations sportives de la ville passeront une convention avec la collectivité pour la mise en place de ce dispositif. Un crédit total de 50 000 € est ouvert au titre du passeport au budget primitif 2023 à l'article 67-14, bourse et prix chapitre 67. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Karine. Je t'ai vu sourire quand j'ai dit ton nom. On dit Famchon ou Fachon? Famchon, je l'ai bien dit alors? Non? Bon, j'essaierai la prochaine fois. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le point numéro 11 du renouvellement du dispositif passeport? Non, donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On va parler de la compensation tarifaire de la régie personnalisée du Varlin. Je passe la parole à Denis Vergrit. Merci Monsieur le maire. Il est rappelé que par délibération du 17 juin 1997, la ville de Grande-Synthe a confié à la régie personnalisée Le Varlin l'exécution du service public industriel et commercial du cinéma. À ce titre, la régie doit inscrire les activités de l'équipement dans la vie culturelle de la ville, développer les partenariats avec les acteurs culturels locaux, promouvoir, soutenir la création dans le domaine de l'image, favoriser l'accès à l'image à l'ensemble des habitants, organiser et conduire des actions de sensibilisation au cinéma du jeune public. Par délibération de mars 2022, la commune a adopté la convention de gestion d'une durée de 3 ans avec la régie personnalisée, convention qui sera renouvelée cette année. La convention prévoit en son article 24 que pour permettre à la régie d'atteindre son équilibre d'exploitation, dans la mesure où les tarifs convenus avec la municipalité ne permettent pas de couvrir le prix de revient des prestations, la ville de Grande-Synthe s'engage à compléter chaque année la différence existante entre le prix de revient et les tarifs pratiqués pour l'accès des séances de cinéma en tenant compte des autres participations ou compléments de prix obtenus. Ainsi, chaque année, il est nécessaire de déterminer le montant de la compensation tarifaire de l'établissement. Les tarifs arrêtés permettent ainsi d'offrir un accès plus important à la culture à tous les spectateurs. Selon l'article L 2224-2 du CHSCT, la commune peut prendre en charge dans son budget propre les dépenses au tarif des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie. Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, ce qui est le cas pour la régie personnalisée du Varlin, ainsi, par la présente délibération, il est nécessaire de fixer les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte. Ainsi, au regard des tarifications soumises par la collectivité et à la régie personnalisée du cinéma Le Varlin, il est nécessaire de verser une contribution tarifaire. Les tarifs appliqués sont les suivants. Tarif plein 3D, 7,50 € TTC. Tarif réduit 3D, 5,80 € TTC. Tarif plein numérique, 5,50 € TTC. Tarif réduit numérique, 3,80 € TTC. Tarif scolaire, dispositif école au cinéma, 2,50 € TTC. Gratuité pour les encadrants scolaires. Les tarifs réduits sont appliqués aux demandeurs d'emploi, aux enfants de moins de 18 ans, étudiants, groupe à partir de 10 personnes et porteurs de la carte Wengel. Pour le calcul de la compensation tarifaire pour le Varlin, pour l'exercice 2023, nous prenons en compte la fréquentation prévisionnelle des entrées, puis nous faisons le différentiel entre les dépenses prévues au BP et les recettes prévues qui sont essentiellement la recette billetterie et l'excédent reporté. Soit dépenses prévues de 347 700 €, soit recettes prévues de 157 700 €, notamment 95 000 € pour la billetterie, 56 726,79 € d'excédent de fonctionnement reporté. Le montant de la compensation tarifaire est fixé à 190 000, soit un montant TTC de 200 450 €. Le montant sera versé trimestriellement à la régie et le Varlin à compter de l'adoption de la présente délibération. Ne participent pas au vote Nadia Zambil-Gossian, Karima Twil, Anne-Sophie Vanel, Benoît Cuvelier, Patrick Just. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer. Merci. Merci Denis. Y a-t-il des demandes de prise de parole
C'est aussi une délibération que nous passons chaque année pour le Varlin. Pas de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 13, qui est le renouvellement de l'aide aux particuliers pour l'achat d'un vélo neuf sans ou avec assistance électrique. Madame Karima Twil. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa démarche de transition et de promotion de la mobilité douce, la collectivité a décidé en 2017 de mettre en place une subvention visant à aider les Grands Saintois à acquérir un vélo neuf sans assistance électrique et en 2018 de l'élargir au vélo à assistance électrique. Renouvelé chaque année depuis, il est proposé pour cette année 2023, au vu de son succès, de prolonger ce dispositif. Le montant d'aide de la ville reste le même pour l'achat d'un vélo neuf sans assistance électrique, soit 50% du prix d'achat TTC du vélo, dans la limite d'un montant maximal d'aide de 200 €. Pour l'aide à l'achat d'un vélo avec assistance électrique, le montant de l'aide est de 20% pour les personnes imposables ou non, dans la limite d'un montant maximal d'aide de 200 €. Seul changement proposé, le délai de renouvellement de la demande d'aide passe de 7 à 10 ans pour les dossiers déposés après la date exécutoire de la présente délibération, date d'accusé-réception de la préfecture faisant foi. Par ailleurs, pour être en accord avec les modalités de l'aide de la CUD, il est demandé aux habitants de déposer leur dossier dans les 6 mois suivant l'achat de leur vélo. Pour rappel, le 11 mai 2020, la communauté urbaine de Dunkerque a lancé également la mise en place d'une aide à l'achat de vélos neufs selon ses propres conditions, aide se prolongeant jusqu'au 31 décembre 2023. L'engagement de la ville restera valable dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée de 50 000 € prévue au BP 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci, Karima. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour la reconduction de ce dispositif? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point 14, la garantie d'emprunt pour la polyclinique de Grande-Synthe et plus précisément pour le local qui sera construit pour recevoir l'IRM. Keltoum. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'Association pour la polyclinique sollicite la garantie de la ville pour un emprunt à hauteur de 800 000 €. Emprunt qu'elle souhaite contracter afin de financer des travaux d'investissement pour la construction du local IRM. En effet, la polyclinique de Grande-Synthe a déposé et obtenu de l'ARS l'autorisation d'installer un IRM en partenariat avec le centre hospitalier de Dunkerque sur son site. Ce partenariat permettra de coordonner les activités des équipements en cohérence avec les besoins de santé du territoire. Le projet permettra de proposer une offre qualitative et de proximité, seul IRM sur l'ouest dunkerquois contre 4 IRM actuellement installés sur l'est dunkerquois. Ces travaux d'investissement sont donc absolument nécessaires pour satisfaire les besoins de santé de la population de l'agglomération. L'article L. 2252-1 du CGCT rappelle les conditions permettant à une commune d'accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt. Ces ratios sont, comme indiqué dans la délibération, respectés. Article 2, principales caractéristiques du prêt. Montant 800 000 €, organisme prêteur, crédit coopératif, objet du prêt, construction locale IRM. Taux fixe garanti à 3,80%, durée 180 mois. Date de consolidation 1er novembre 2023, date de première échéance 1er novembre 2023. Le représentant de l'Assemblée délibérante, en l'occurrence M. Benoît Cuvillier, adjoint délégué aux finances, est autorisé à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt de l'association pour la polyclinique pour formaliser l'engagement de caution pris par la ville dans les conditions définies ci-dessus et à signer avec cette dernière la convention jointe en annexe et destinée à fixer les conditions dans lesquelles s'exercera cette garantie.
Ne participent pas au vote Monsieur Martial Béard, Madame Nathalie Desmazières, Madame Odile Vandard, Madame Chantal Vanel et Monsieur José da Silva. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole, hormis ceux qui n'ont pas le droit de participer au vote dont je fais partie? Je ne prendrai pas la parole. Par contre, je peux faire le vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Le vote étant acté, je peux quand même dire toute ma satisfaction d'avoir, avec les collègues de l'Ouest et les élus de l'Ouest, avoir réussi à avoir l'IRM qui prendra place à la Polyclinique de Grande-Synthe en septembre. Comme tu l'as dit, Keltoum, c'est le seul IRM qui sera sur l'Ouest de l'agglomération. Et c'était une belle bataille que nous avons menée avec nos collègues, avec la Polyclinique. Ça n'obère pas la difficulté aujourd'hui que nous connaissons, la désertification médicale. Je rappelle 9000 Dunkerquois, Dunkerquoises qui n'ont pas de médecin traitant. C'est aussi l'initiative portée par la communauté urbaine en jointement avec l'ensemble des maires pour justement travailler sur cette désertification médicale et l'attractivité de notre territoire. C'est le gros travail mené par l'ESL et je vous en remercie, Madame la Présidente, chère Nathalie, pour aussi tout ce qui est prévention, parce que voilà, il faut aussi il y a un grand volet prévention. C'est aussi les projets qui vont poindre, qui vont voir le jour sur le territoire. Je pense au centre médical qui est en cours de construction sur le centre commercial Auchan. On sera en mesure certainement de communiquer prochainement sur l'ouverture assez rapide de ce centre médical. C'est aussi le rachat de la SCI du Courgain, le cabinet médical par la collectivité l'année passée, afin de préserver les 2 médecins qui sont dans les locaux et avoir de la place pour un 3e médecin, pour accueillir un 3e médecin. C'est aussi le projet lié avec Partenaire. Je rassure tout le monde, ce projet n'est pas abandonné. Le projet Saint-Jacques avec la construction de 25 ou 27 logements et en partie basse des cellules commerciales qui seront achetées par la ville pour mettre en place des cabinets médicaux, pour encore une fois travailler sur l'attractivité. Ce sera un long combat, un combat de longue haleine, celui de lutter contre la désertification médicale. Je le rappelle aussi, ce n'est pas une prérogative, ce n'est pas une fonction d'une collectivité territoriale, ce n'est pas non plus une fonction d'une intercommunalité, et nous le faisons parce que l'État est défaillant. L'État a été défaillant depuis de trop nombreuses années sur cette thématique et n'a pas du tout anticipé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des populations qui sont sans médecins, sans spécialistes. Je vous rappelle aussi qu'on a dû fermer les urgences de nuit à la Polyclinique de Grande-Synthe. Pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'il faut 5 médecins urgentistes pour assurer un service 24/24, 7 jours sur 7. Nous avons 3 médecins urgentistes à la Polyclinique de Grande-Synthe et le delta a été assuré jusqu'ici par des médecins urgentistes du CHD qui malheureusement aussi sont en déficit de médecins urgentistes et ne pouvaient plus donc nous en mettre à disposition. 2 choix s'offraient à nous, soit le choix de fermer les urgences pendant les périodes de congé des médecins urgentistes, donc pour des périodes variables de 15 jours à 3 semaines, ou soit de prendre la décision, lourde décision, de faire de la fermeture, ce qu'on appelle la fermeture de nuit, c'est-à-dire de 22h à 6h du matin. Le choix, notre choix contraint d'ailleurs, s'est porté sur la fermeture de nuit parce qu'on avait très peu de passages la nuit à la Polyclinique de Grande-Synthe et il faut savoir aussi que la régule envoie les patients la nuit sur le CHD. Et la régule n'est pas faite sur le Dunkerquois, elle est maintenant lilloise, donc ça part directement. Et Denis Verrit, qui est pompier, connaît ça mieux que moi. C'est vrai que les urgences de nuit partent directement vers le CHD, donc c'était la solution qui était pas la plus acceptable, mais qui était la moins difficile à accepter pour nous et pour les membres du conseil d'administration et les équipes de la Polyclinique de Grande-Synthe. Donc c'est un bon élément, c'est bien d'avoir cette IRM sur Grande-Synthe, on s'est battu pour, j'en suis très fier, j'en suis très heureux pour notre population et plus largement pour la population de l'ouest de l'agglomération. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il nous faut continuer à travailler pour avoir une attractivité, pour amener des médecins libéraux, mais pas que, parce qu'on manque cruellement aussi de spécialistes. Ce n'est pas que la médecine générale qui souffre, c'est aussi le nombre de spécialistes. Impossible aujourd'hui pour une dame d'obtenir un rendez-vous chez une gynécologue sur le Dunkerquois. Il y a une incapacité. Impossible d'avoir un rendez-vous chez un dermato. Ce n'est pas la société qu'on veut, ce n'est pas la société qu'on mérite.
Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit lutter ensemble pour y remédier. Et je salue vraiment l'action de l'intercommunalité, de la communauté urbaine. On a quand même réussi à s'entendre entre les maires de l'agglomération pour porter un projet commun et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, on va passer aux affaires éducatives, subventions aux associations. Et je passe la parole à M. Dassonville pour la délibération 1.1, qui est la délibération générale. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la réforme de la comptabilité M14, intervenue au 1er janvier 2006, clarifie les règles en matière de décision d'attribution des subventions. Pour l'attribution des subventions non assorties de conditions d'octroi, le conseil municipal peut établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires précisant le montant de l'objet de la subvention. Article L. 2311-7 du CGCT. L'état annexé au budget primitif 2023 présente un total des propositions pour les subventions aux associations d'un montant de 7 188 769 €. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 452-12 du Code pénal définissant la qualification de prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration des associations subventionnées ne participent pas au vote. Il est également rappelé qu'une convention est obligatoire pour les subventions d'un montant supérieur à 23 000 €, liste annexée à la présente délibération, et que cette convention détermine les conditions de versement et d'utilisation des fonds. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Sur la délibération 1, donc la délibération générale, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Maintenant, on va passer une par une, donc les subventions supérieures à 23 000 €. Ah non, c'est pas ça, non, c'est les subventions pour lesquelles, excusez-moi, il y a des membres du conseil municipal dans les conseils d'administration. Alors là, 1.2, maison d'initiative, Michel. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la maison de l'initiative d'un montant de 880 000 €, dont une avance de 398 000 € versée en janvier 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participent pas au vote Nicolas Damy, Benoît Cuvelier, Michel Attap-Pinel, Keltou Mamichi et Nathalie Demézère. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur la subvention à la maison d'initiative, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La STV. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la STV d'un montant de 500 000 €, dont une avance de 200 000 € versée en janvier 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Karine Famchon, Patrick Juste, Éric Fontaine, William Sergent. Comme quoi, il n'y a pas que moi. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la régie de quartier. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la régie de quartier d'un montant de 209 000 €, dont une avance de 75 000 € versée en janvier 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participent pas au vote Bernard Junot, Nicolas Damy, Denis Vergrit, Michel Attap-Pinel. Pour la régie de quartier, pas de demande de prise de parole. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au syndicat d'initiative. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 85 000 €, dont une avance de 42 000 € versée en janvier 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participent pas au vote William Sergent, Michel Dassonville. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la subvention pour le syndicat d'initiative? Non. Passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'ASFI.
Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à la SFI d'un montant de 2 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Karima Atouili. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour la subvention pour la SFI? Non. Passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. La SGD. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association ASGD d'un montant de 7 000 €, dont une avance de 2 000 € versée en janvier 2023. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Keltoum Amici. Pour la SGD, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Les résidences fleuries. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association Les Résidences Fleuries pour un montant de 1 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Keltoum Amici, Claudine Cordier-Sommeville. Pour les résidences fleuries, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le CCAS. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement au CCAS d'un montant de 2 millions €, dont une avance de 700 000 € versée en janvier 2023 et une subvention pour la masse salariale de 980 000 €. Cette subvention de fonctionnement versée au CCAS permettra de pérenniser le dispositif du minimum social garanti qui permet à nos administrés de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Pour le CCAS, tous les élus peuvent participer au vote n'étant pas une association. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le Chalut Saint-Ouen, et je passe la parole à Karine. Merci, Martial. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement de l'association Le Chalut Saint-Ouen d'un montant de 300 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Claudine Cordier-Sommeville. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la subvention pour le Chalut Saint-Ouen? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour GS Futsal. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association GS Futsal d'un montant de 10 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Habib El Abbassi. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour GS Futsal? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'OGS Amical Canine. Dans le cadre du vote du budget primitif 2023, il est proposé le versement d'une subvention de fonctionnement à l'OGS Amical Canine d'un montant de 7 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Bernard Junot, Martial Beillard. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la subvention à l'OGS Amical Canine? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Heureusement qu'on ne doit pas passer toutes les délibérations à ce rythme-là. Ce serait un peu long. On passe aux attributions de subventions sur le fonds d'aide au projet au titre de l'année 2023. La délibération générale 2.1, Michel. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 273 425 € est ouvert au titre du fonds d'aide au projet au budget primitif 2023 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds, suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la délibération générale d'attribution de subventions sur le fonds d'aide au projet? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. 2.2, la SGD, Michel. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante à la SGD. Accueil et coût 4 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Keltoum Amici.
Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Les résidences fleuries. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante aux résidences fleuries. Plantation par les habitants, 2 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Keltouma Michi, Claudine Cordier-Sommeville. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le syndicat d'initiative, Michel. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante au syndicat d'initiative. Cycle découverte, 1 500 €. Journée du patrimoine, 3 500 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote William Sergent, Michel Dassonville. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour les subventions au syndicat d'initiative? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'OGS Amical Canine, Karine. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds les subventions suivantes à l'OGS Amical Canine. Organisation du concours Mondioring, 2 150 €. Concours Mondioring et Agility, 3 750 €. Concours Mondioring et Ring, 100 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Martial Bayard, Bernard Junot. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'espace santé du littoral. Monsieur le maire propose d'octroyer au titre de ce fonds la subvention suivante à l'espace santé du littoral pour le projet JO 2024, 2 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Ne participe pas au vote Nathalie Desmazières. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour la subvention à l'espace santé du littoral dans le projet JO 2024? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est le fonds d'aide exceptionnelle aux associations. Michel Dassonville. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 60 000 € est ouvert aussi au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget primitif 2023 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le fonds d'aide exceptionnelle aux associations? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe au point numéro 3 de notre ordre du jour, qui est l'approbation des décisions prises depuis le 27 février 2023. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette approbation? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus? Il n'y a pas de vote d'ailleurs. C'est quoi? C'est une prise... J'aime bien faire voter. C'est la démocratie. Ouais, la démocratie passe par le vote. Hein. Donc c'est juste une approbation, c'est juste un état récapitulatif. Voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, vous remercier pour la qualité de nos échanges et vous donner rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 27 juin. Bonne soirée à tous et à toutes.